Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette conférence pour leur invitation, très chaleureuse. Je suis très heureux de participer à cette table ronde aux côtés de Patrick Landman et de Nicolas Gougoulis. Je commencerai néanmoins par exprimer un léger regret, si je puis me permettre, et j'espère que Marie-Carmen Cassillo et Michael Pichat ne m'en voudront pas. C'est qu'il aurait été bien qu'on ait aussi à cette table quelqu'un qui soit un pro DSM. Alors, j'ai peut-être des hypothèses pourquoi ils ne sont pas là, vous le direz tout à l'heure. Peut-être qu'ils ont peur de venir à Paris 8. Toujours est-il, alors, sérieusement, pourquoi exprimer ce regret? Eh bien, non pas, loin de moi l'idée que la présence militante ou renfrognée d'un défenseur du DSM soit nécessaire ni même désirable, on peut très bien s'en passer. Simplement, je ne voudrais pas avoir, moi, à tenir ce rôle ingrat structurellement à cause d'une place manquante. C'est pourquoi je tiens de manière préliminaire à clarifier ma position personnelle sur cet objet qu'est le DSM, sur lequel j'ai travaillé ces dernières années en tant qu'historien et philosophe des sciences. Alors, dans mon travail de thèse, je me suis consacré à retracer l'histoire du DSM, en m'attardant plus spécialement sur la fabrication du DSM-3 au cours des années 70. Et j'ai adapté une partie de ma thèse en un livre, paru chez Itac l'année dernière. Et actuellement, je suis en train de mettre la dernière main avec mon collègue suisse Patrick Saint-Gy, un ouvrage collectif sur le DSM-5, un ouvrage de critique philosophique du DSM-5 qui s'intitulera The DSM-5 in Perspective et qui sera publié dans la collection History, Philosophy and Theory of the Life Sciences chez Springer. Alors, ce travail que je mène maintenant depuis plusieurs années, j'insiste sur ce point parce qu'il a conduit quelquefois à certains quiproquos, c'est un travail d'historien et de philosophe. Je ne suis pas clinicien. On me l'a d'ailleurs parfois reproché. Et je ne suis pas, en particulier, un clinicien français. Je suis en revanche un philosophe français, intéressé par la philosophie des sciences anglo-saxonnes, mais qui reste très influencé par ce qu'on a coutume d'appeler l'épistémologie à la française, Canguilhem, Foucault, etc. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela ? C'est que depuis que mon livre est sorti, il y a un phénomène qui ne cesse de se reproduire, qui m'inquiétait au départ, mais dont aujourd'hui je m'enorgueillis, c'est que j'apparais systématiquement comme un pro-DSM aux yeux des anti-DSM et anti-DSM aux yeux des pro-DSM. Je l'ai encore vérifié la semaine dernière, à Bordeaux, en rencontrant l'un des premiers promoteurs du DSM en France et qui me trouvait très peu indulgent à l'égard du DSM, et qui est pour le coup tombé des nues quand je lui ai dit que j'avais souvent le droit au reproche contraire, à savoir d'être trop complaisant à l'égard du DSM. Alors, cette situation, qui était donc un peu déroutante pour moi au début, je m'en suis accommodé, et même j'en ai tiré un modeste motif de satisfaction, dans l'idée que cela signifiait peut-être que j'avais réussi à éviter les écueils que je considère importants dans le débat spécifiquement français autour du DSM. Dans mon livre, je n'évoque pratiquement pas les rapports très compliqués que le DSM a rencontrés depuis son introduction en France en 1983, la première traduction du DSM-3. J'y reviens seulement dans ma conclusion. Et je ne vais pas ici répéter les arguments que je développe dans cette conclusion, mais simplement m'appuyer sur une idée qu'a très bien résumé Yanis Gansel dans le dernier numéro de l'évolution psychiatrique, numéro consacré aux classifications dont on parlait justement ce matin, et qui insiste, donc Gansel, sur le fait qu'à travers toute l'histoire de la psychiatrie française, s'est manifestée une tension irrésolue, une bipolarité épistémologique, comme il dit très bien, entre deux pôles de raisonnement scientifique. D'un côté, les sciences explicatives, expérimentales et généralisantes, de l'autre, les sciences compréhensives, inductivistes et préoccupées de la singularité. Cette tension, insiste-t-il, et je le rejoins tout à fait sur ce constat, existait bien avant l'introduction du DSM en France, et Gansel fait même remarquer à juste titre qu'elle existait déjà dans le travail de Pinel. Selon moi, c'est exactement cette tension non résolue qui s'est crispée en France autour du DSM, entre d'un côté ceux qui se réclament donc des sciences explicatives, expérimentales et généralisantes, majoritairement ceux qui font de la recherche ou qui se revendiquent généralement du modèle médical, et de l'autre côté ceux qui s'en détournent, majoritairement des cliniciens et en tout premier lieu les psychanalystes. Cette Methodenstreit, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire cette querelle des méthodes, au sein de la psychiatrie française est passionnante à suivre d'un point de vue intellectuel.
parce qu'elle charrie des enjeux extrêmement importants qui sont tout à la fois théoriques, sociopolitiques, économiques et institutionnels. Mais si elle est passionnante pour celui qui jouit d'une position d'observateur, je me doute que la bataille est harassante pour ceux qui luttent, d'un côté ou de l'autre, pour maintenir la qualité des soins ou, quelquefois aussi moins glorieusement, pour maintenir une position d'hégémonie, c'est le titre de cette table ronde, autant théorique qu'institutionnelle en France. Alors, le problème avec cette querelle des méthodes, c'est que le DSM est pris dans tout un réseau d'oppositions conceptuelles qui sont souvent brandies en France davantage comme des armes de guerre que comme de véritables outils d'analyse et qui risquent souvent d'enfermer le débat dans une certaine myopie. Alors, je pense par exemple à des termes comme scientisme, industrie, standardisation, adaptation, comportement, objet, qui sont opposés systématiquement à humanisme, soins, qualité, singularité, symptômes, sujet, etc. Ou à l'inverse, si on retourne la chose, si on retourne la perspective, des concepts comme science, rigueur, objectivité, efficacité, utilité, preuve, qui sont opposés à idéologie, arbitraire, subjectivité, inefficacité, désuétude, absence de fondement, etc. Ces oppositions sont tellement marquées dans le débat français. Alors d'ailleurs, je profite pour... Peut-être c'est à grande qualité ce débat, elles ont très peu été mobilisées aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, sans doute, mais qu'on pourrait presque fabriquer un algorithme où quand vous voyez dans un article ces oppositions systématiquement utilisées, d'un côté ou de l'autre, vous pouvez presque déduire mathématiquement la conclusion qui va être défendue dans l'article, à la fin de l'article. J'insiste sur le fait que je ne pense pas que ces oppositions conceptuelles soient illégitimes, simplement que bien souvent, telles qu'elles sont utilisées, elles masquent les problèmes au lieu de les affronter. Autrement dit, pour parler comme Derrida, il faudrait patiemment déconstruire chacune de ces oppositions pour comprendre le sens précis de leurs différences. À commencer par exemple par la vieille opposition, très importante encore en France et dans toute l'Europe, entre science, ou scientisme, et humanisme. Opposition qui est très culturelle, qu'on ne retrouve absolument pas, par exemple, aux États-Unis, et certainement pas dans le débat autour du DSM aux États-Unis. Dans le temps qui me reste, je ne vais pas me livrer à un tel exercice. Je vais plutôt, afin d'alimenter, j'espère, la discussion à venir entre nous, préciser ma position personnelle sur le DSM, afin de dissiper par avance donc un certain nombre de malentendus possibles, de vous présenter aussi ma position à moi, pour ne pas être comme ça bloqué au milieu entre les pour et les contre. Alors, les pour sont absents, comme si je m'arrogeais une position de juge ou d'arbitre, ou pire, comme si je n'avais aucun avis, comme si j'avais un avis neutre. Alors, pour bien fixer les choses, je vais essayer de répondre de manière très catégorique, catégorielle, comme on dirait, à la mode DSM, par oui ou par non, à un certain nombre de questions que je vais me poser à moi-même. Alors, je commence donc mon questionnaire d'auto-évaluation, manière DSM. Première question, la stratégie athéorique employée par le DSM-3 était-elle idiote? Ma réponse est non. C'était une stratégie intéressante, moins caricaturale qu'on la présente souvent, et qui avait pour but, autant que faire se peut, d'adopter une certaine forme de neutralité théorique. Il faudrait vraiment rentrer dans les détails de ce que ça signifie neutralité théorique à l'égard des tableaux cliniques. L'expression est meilleure, en tout cas c'est sûr, que l'expression de athéorisme, puisque athéorisme, c'est une position qui n'est pas défendable, Marie l'a bien rappelé précédemment. Donc, l'idée était d'adopter une forme de neutralité théorique à un moment où, dans le courant des années 70 aux États-Unis, la psychiatrie américaine était clivée entre trois grands modèles, il y en avait trois, pas deux, les modèles biologiques, qui ont tout le temps été importants, les modèles psychanalytiques et les modèles psychosociologiques, qui étaient très importants à l'époque. Alors, cette stratégie, sous question, si vous me permettez, a-t-elle permis de faire des progrès scientifiques? Ma réponse est non, aucun. On peut tout à fait imaginer que cette stratégie aurait pu être payante, qu'elle aurait pu, par exemple, permettre de faire des découvertes épidémiologiques de premier ordre sur les causes de la schizophrénie. C'est tout à fait imaginable. Mais cela n'a pas été le cas. Et on peut, de manière rétrospective, affirmer que c'était là une grande naïveté de la part des concepteurs du DSM de miser sur une telle stratégie. Alors c'est un peu facile, moi-même j'ai critiqué certaines formes de naïveté,
Mais justement, c'est toujours facile après coup quand on est devant les résultats. Toujours est-il, ce qui me semble très clair, et c'est un constat absolument partagé, ne serait-ce que par les concepteurs du DSM-5 eux-mêmes, cette stratégie n'a pas été payante. Elle n'a pas permis, on l'a rappelé tout à l'heure, de faire aucun progrès scientifique pour aucune des catégories du DSM depuis 40 ans. Alors, autre question très classique par rapport au DSM, le DSM est-il moralement corrompu? Alors, question massive, qui revient de manière lancinante dans les débats français, et à laquelle je répondrai, alors si vous me permettez, par une réponse de Normand, ou en mettant une croix entre les deux cases, cette fois-ci, en disant simplement « pas beaucoup plus que dans n'importe quel autre secteur d'expertise de l'industrie de santé ». Autrement dit, c'est une question vraie, importante, très complexe, dans la mesure où le processus de fabrication du DSM, avec ses nombreux comités d'experts, ses nombreux comités d'évaluation, est lui-même extrêmement complexe. Je reviendrai, si vous voulez, sur ces questions, évidemment, pour plus de détails dans la discussion. Autre question, les phénomènes de corruption se sont-ils aggravés avec le temps? Ma réponse est oui, sans doute. Même s'il y a eu relativement peu d'affaires qui ont vraiment éclaté sur la place publique concernant une corruption des experts du DSM, la plus célèbre étant celle du pédopsychiatre Joseph Biederman, dans le DSM-4, le fait est que l'industrie pharmaceutique a compris très tôt tout l'intérêt qu'il y avait d'essayer d'influencer les experts du DSM, de manière directe ou indirecte, et que le poids des influences, de manière générale, s'est accru et est devenu très lourd dans le temps. Et l'un des principaux soupçons qui entachent aujourd'hui encore la crédibilité du DSM-5, pour commencer, c'est simplement que cette classification n'est pas gratuite. Et donc qu'elle rapporte, qu'elle génère beaucoup d'argent au sein de l'APA. Troisième question, le DSM participe-t-il à la médicalisation de l'existence? Alors, réponse on ne peut plus simple, univoque, sans hésitation, oui. Est-il le seul à le faire? Réponse qui me semble importante, non. Et cette réponse doit être, à mon sens, bien comprise. Non seulement les phénomènes de médicalisation, au sens sociologique et rigoureux du terme, dépassent de loin la psychiatrie, depuis l'avènement de la société du risque. Pensons à la médicalisation croissante de la maternité, ou encore à la prévention des maladies chroniques en tout genre. Mais même en psychiatrie, ces phénomènes de médicalisation sont loin d'être réductibles à la seule influence du DSM. On les observe massivement dans tous les pays, même ceux où le DSM a eu une influence culturelle très faible. Pour prendre un exemple, les consultations en pédopsychiatrie, je pense que Patrick Landman sera d'accord avec moi, n'ont cessé d'augmenter depuis 20 ans en France, et il serait pour le moins audacieux d'imputer cette augmentation en France au seul effet du DSM. Idem avec la forte consommation de psychotropes dans la population française. Donc assurément, le DSM ne favorise pas les choses. Mais j'ai tendance à croire que dans bien des domaines, on gagne à voir le DSM davantage comme un symptôme du processus de médicalisation générale qui se déroule dans toute la médecine que comme sa cause efficiente, pour employer des termes. Alors, dernière question massive, le DSM a-t-il eu des effets néfastes? Alors, réponse là aussi très simple, une position, vous voyez, qui est facile à assumer pour moi, donc oui, assurément, et ils sont en général très bien documentés. On en a vu de multiples expressions aujourd'hui. Question plus polémique, a-t-il jamais eu des effets bénéfiques? Et là, je répondrai aussi, et c'est ma dernière réponse, sans trop sourciller, oui, aussi. Peut-être pas en France, mais sans doute aux États-Unis. Alors, ne serait-ce qu'on a évoqué tout à l'heure la question dans le progrès de la prise en charge des maladies mentales par les assurances privées. Ne pas oublier que la sécurité sociale n'existe pas aux États-Unis. Il y a Obamacare, mais il y a encore de grandes difficultés pour pouvoir être soigné quand c'est sur le plan de la médecine mentale. Le DSM a permis une meilleure prise en compte, de meilleure reconnaissance de la pathologie mentale au travail, pour permettre des excuses de ne pas aller au travail, légitimes, très souvent sur un plan social. Plus généralement, et c'est une question qui m'intéresse beaucoup, le DSM a permis d'ouvrir un nouveau régime de négociation du normal et du pathologique. Au modèle du grand professeur qui plane au-dessus de la société et qui décide par son expertise et sa grande intelligence ce qui relève du normal et du pathologique, le DSM a substitué un nouveau régime extrêmement compliqué, qui d'ailleurs aujourd'hui tend à se rigidifier,
qui reposent davantage sur les experts, mais ne sont pas les seuls à décider. Au contraire, ils ont de plus en plus les mains liées par les associations de patients, par les décideurs politiques, etc. Et ce nouveau régime de décision du normal et du pathologique est beaucoup plus complexe que la forme de biopouvoir sous laquelle on la résume souvent. Michel Foucault a tout à fait raison de considérer qu'à chaque nouvelle forme de savoir est liée une nouvelle forme de pouvoir qui apparaît comme son effet. Je suis tout à fait d'accord. J'ai essayé, moi, pour ma part, de décrire cette nouvelle forme de savoir en quoi constitue le DSM. Il faudrait, je pense, aujourd'hui s'interroger à cette nouvelle forme de pouvoir, d'exercice du pouvoir qu'il manifeste et qu'il exerce, et qui n'est pas aussi évidente qu'on voudrait souvent le croire. Qu'il y a des franges d'émancipation que permet le DSM que ne permettait pas auparavant la décision du normal et du pathologique. N'oubliez pas que c'est le DSM en premier qui dépathologise l'homosexualité. On retrouve ça aujourd'hui, et ce n'est pas une décision politique, un peu comme ça a été en France avec Mitterrand dans les années 80. On parlait ce matin de Bachelot et des transsexuels. Bon, la nouvelle catégorie de dysphorie de genre, qui est un peu différente de l'identité de genre, participe aussi de cette négociation concertée sur ce que veulent les patients par rapport à leur pathologie. Et de manière générale, il y a un régime de négociation du diagnostic, on en a bien parlé, qui est tout à fait nouveau dans la psychiatrie et qui n'est pas forcément tout à fait mauvais. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Steve pour cette brillante conférence. Alors je tenais à te rassurer, tu as ta place d'avocat du diable effectivement à cette table, comme moi j'essaie de représenter la parité, hein, je m'en aperçois, ça me rassure. Simplement, pour répondre à ta question, en fait, nous avons désespérément cherché des pro-DSM. Nous avons contacté, y compris même ceux qui avaient fait partie des groupes d'experts en France, et aucun n'a souhaité venir. Alors, soit c'est l'effet Saint-Denis, ce qui est une première hypothèse, soit c'est l'effet, voilà, peut-être la crainte du lancer de tomates si on se met à défendre le DSM. Donc, voilà.